bienvenue à tous pour cet événement annuel de présentation des résultats du baromètre de l'immobilier responsable. Résultats que chaque année, on nuance par l'actualité et j'ai envie de dire l'actualité ESG des différents acteurs de l'immobilier, qui soient de l'immobilier de gestion ou de la promotion immobilière. Parce que, comme vous le savez sans doute, depuis un an, cette étude ne porte plus seulement sur les activités de l'immobilier de gestion, mais aussi sur celle de la promotion immobilière. Cette conférence est organisée par l'OID en partenariat avec l'IEIF. C'est nos deux organisations qui l'organisent, mais il faut savoir que derrière le baromètre, il y a aussi un certain nombre de fédérations professionnelles qui nous suivent depuis la création de cette initiative qui a aujourd'hui 5 ans. La création d'initiatives à l'origine visait plusieurs points. En premier lieu, c'était d'avoir une vision exhaustive du niveau de maturité des acteurs de l'immobilier français en matière d'ESG. En second lieu aussi, c'était de pouvoir avoir une vision, un regard qui porte plus sur les enjeux ESG plutôt que sur une note finale ou un nombre d'étoiles, parce qu'on trouvait que ce soit les certifications, les agences de notation extra-financière, tous ces dispositifs, même s'ils sont utiles, ne traduisent pas suffisamment correctement la réalité à l'échelle de chaque enjeu. Et on a la chance dans le secteur immobilier d'avoir des objets physiques facilement identifiables. Donc, c'était dommage d'en rester justement uniquement à ces agences qui, en plus, en général, ne sont pas exhaustives sur un marché. Voilà, à titre d'exemple, le GRESB a 30 répondants en France et couvre absolument pas une part significative du marché. Aujourd'hui, c'est ce que Claire vous présentera après, on arrive à couvrir plus de 70% de l'immobilier de gestion et 35% du marché de la promotion immobilière. Ce sont des chiffres qui sont en progression. Voilà. Juste un petit mot quand même pour l'OID, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. L'OID, c'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 10 ans. C'est une association qui a pour objet principal l'accélération de la transition écologique dans l'industrie immobilière. À l'origine, on était très tertiaire France. Aujourd'hui, on est tout immobilier confondu et comme certains le savent, nous avons un programme européen qui a été lancé il y a 2 ans. Voilà pour l'OID. Maintenant, j'aimerais mettre un petit peu en perspective cette étude. On m'a autorisé une introduction, j'en profite. Mettre un petit peu en perspective cette étude du sujet de la finance responsable. Parce que moi, à titre personnel, je pense peut-être que l'élément de langage finance responsable porte mal son nom. Parce que à titre personnel, pour moi, la finance responsable, d'ailleurs, ça fait souvent peur aux jeunes étudiants parce qu'ils disent, moi, je veux pas bosser dans la finance. Mais non, la finance responsable, c'est pas la finance. Pour moi, la finance responsable, c'est surtout la pratique qui consiste à mettre en chiffres la capacité d'une organisation, d'un acteur à mettre en chiffres ses engagements RSE basés sur des critères ESG afin d'atteindre des objectifs et les suivre dans le temps. C'est ça la pratique de la finance responsable et c'est ça que nous, on mesure dans le baromètre de l'immobilier responsable. Ce qui se passe actuellement d'ailleurs et qui est intéressant, c'est que l'Union européenne nous pousse à aller même plus loin parce que d'une certaine manière, avec l'ensemble de ces réglementations, elle financiarise ces travaux de transparence extra-financière. Parce que pour ceux qui sont intéressés à ces textes assez complexes, in fine, ce qu'on demande dans ces régulations, c'est de reporter en euros en transcrivant des critères extra-financiers en euros. Donc, on financiarise extra-financiers. Mais à l'origine, quand même, la pratique de la finance responsable, c'est bien de se baser sur des critères E, S et G. Voilà. Je ne reviendrai pas sur l'importance de la transparence. Nous, enfin, moi, ça fait 15 ans que j'évolue dans ce secteur-là, et je vois bien la manière dont la transparence des acteurs a une capacité à accélérer leur mise en action. Et la transparence a longtemps été décriée comme un acte de reporting qui peut être chronophage, mais en même temps, il peut être chronophage et indispensable en même temps. Parce que, en fait, faire acte de transparence, ça vous pousse à vous fixer des objectifs ou des indicateurs, les suivre dans le temps et, in fine, en fait, à être embarqué de l'avant dans l'action et, en fait, dans le résultat, sachant qu'ici, lorsqu'on parle de résultat, c'est de mettre en musique, en action, la transition écologique. Donc, l'activité de transparence ne suffit absolument pas à accomplir la transition écologique.
Pour autant, elle est indispensable, il me semble. Alors, avec Christian, quand on a préparé cette conférence, s'est posé la question de la couleur qu'il fallait un petit peu lui donner, et le mot de sobriété est revenu naturellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous intitulons cet événement l'immobilier à l'heure de la sobriété. J'ai pas besoin de revenir sur la sobriété énergétique, mais s'il fallait quand même mettre un point sur ce sujet-là, c'est que c'est pas un élément de langage nouveau, si ce n'est dans le langage des pouvoirs publics. Et ça, c'est nouveau. Et donc, et pourquoi en fait, moi, ce qu'on m'avait expliqué il y a quelques années, pourquoi les pouvoirs publics avaient beaucoup de mal à s'approprier ces éléments de langage, c'est parce que c'était infantilisant. Or, en fait, on se rend compte que dans une situation un peu critique, un peu dos au mur, le pouvoir public lui-même commence à s'approprier ces éléments de langage. Le problème, pour ceux qui sont sensibilisés à la transition écologique, c'est que, en fait, le climat, il a une inertie de 30 à 100 ans. L'effondrement de la biodiversité, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est des sujets qui ne peuvent pas se traiter dos au mur. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique. Enfin, on a démocratisé le mot, on assume de prononcer ce mot horrible. Et la bonne nouvelle, en fait, pour l'avenir, c'est que, en fait, petit à petit, il faudrait pouvoir tricoter autour de ce mot de manière à pouvoir prendre des décisions qui ne soient pas faites dos au mur. Parce que pour reprendre les propos de Jean Covici, je crois que c'est lui qui avait dit ça. Il avait dit la sobriété subie, c'est la pauvreté. La sobriété planifiée, c'est la sobriété heureuse, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, voilà mon point. Et donc, je en trouvais intéressant de voir un petit peu quelle était la dimension que révélait ce mot auprès d'un certain nombre d'acteurs. Et c'est donc Christian qui, en deuxième partie de cette conférence, animera une table ronde composée de Diego Harari, Émilie Jascula et Stéphane Gémy. Voilà. Voilà pour cette petite introduction. Moi, je voulais, avant de laisser la parole à Claire, responsable de programme finance responsable à l'OID, je voulais remercier toutes les personnes, les individus physiques, pas les personnes morales, toutes les personnes, les individus physiques qui, au nom de leur organisation, ont répondu au questionnaire, parce que c'est grâce à toute l'énergie que vous mettez un peu en plus de votre fiche de poste annuelle que nous, on peut produire ces statistiques et donc suivre et petit à petit aussi mettre en regard tout ce que on collecte de votre part des réglementations et d'actualité. Les réglementations, que ce soit la taxonomie, l'ASAN, les décrets tertiaires, etc. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est que c'est pas un exercice figé, c'est un exercice, en fait, qui va prendre toute sa valeur maintenant que la transition écologique est en train de s'accélérer à tous les niveaux. Voilà pour ce petit mot d'introduction. Donc, pour rappel, donc cette conférence va durer 2 heures. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions, que vous soyez en distanciel ou ici dans la salle à l'issue de la table ronde. Et je donne donc la parole à Claire. Merci et bonne conférence. Merci Loïs pour cette introduction. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation du baromètre 2022 de l'immobilier responsable. Donc, comme le disait Loïs, c'est un baromètre qui existe depuis 2018, donc ça fait 5 ans qu'il est publié. C'est un temps fort de la finance durable dans le secteur de l'immobilier, puisque son ambition, c'est bien de retranscrire le niveau de maturité des acteurs de l'immobilier sur tous les enjeux ESG. Donc, ESG, c'est bien environnement, social et gouvernance. Ce baromètre, il a 3 grands objectifs. Le premier, c'est d'analyser les concepts de la finance durable sous le prisme de l'immobilier. Puisque finalement, l'ESG, la finance durable, à l'origine, c'est plutôt pour des valeurs mobilières, alors qu'en immobilier, on a quand même la spécificité d'avoir des actifs physiques en sous-jacent, d'avoir vraiment des bâtiments sur lesquels on peut agir. Donc, le premier objectif finalement de ce baromètre, c'est aussi de se demander comment est-ce qu'on peut appliquer à la fois les concepts et les réglementations de la finance durable au secteur de l'immobilier. Ensuite, comme je le disais, ça fait 5 ans que ce baromètre est publié et donc il nous permet aussi d'analyser les tendances année après année au niveau de la prise en compte de ces enjeux ESG par les acteurs. Et ces tendances, on essaie de les corréler avec les différentes évolutions, que ce soit les évolutions sociétales, les évolutions conjoncturelles ou encore les
évolutions réglementaires qui, on le sait, ont été très nombreuses cette année. Et le troisième et dernier objectif, et finalement le plus important, c'est de venir analyser le niveau de maturité des acteurs de l'immobilier. Sachant que, je voulais revenir sur cette définition de niveau de maturité qu'on donne à l'OID. On regroupe 4 concepts, 4 indicateurs. On se demande premièrement si les acteurs de l'immobilier ont un indicateur sur les différents enjeux ESG. Ensuite, on se demande s'ils se fixent des objectifs par rapport à ces indicateurs, s'ils font vérifier leur reporting par un organisme tiers indépendant, ce qui montre aussi la fiabilité et la qualité de la donnée, et enfin, s'ils ont un plan d'action concret sur chacun de ces enjeux au niveau de leurs actifs immobiliers. Et donc, avec ces 4 concepts, on en déduit un niveau de maturité. Pour cette présentation, on se concentrera uniquement sur les indicateurs et les objectifs, vous le verrez, mais on va capitaliser toutes les réponses qu'on a eues également sur les plans d'action, sur la vérification externe, dans d'autres publications de l'OID qui seront à venir en 2023. Et voilà, c'est important de garder en tête aussi ces dimensions, même si on en parlera un petit peu moins aujourd'hui. Et donc, la grande nouveauté cette année dans le baromètre, c'est la réglementation. Puisque, vous le savez tous, ici, il y a de très nombreuses réglementations qui sont entrées en vigueur en 2022. Il y en a aussi beaucoup qui sont en cours d'élaboration encore. Donc, on suit les textes avec attention. On a des réglementations à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française. On a des réglementations qui s'appliquent plutôt aux sociétés ou aux fonds immobiliers pour les catégories d'actifs concernés, des réglementations qui s'appliquent à l'échelle des bâtiments. Pour illustrer un petit peu quelques exemples, la taxinomie européenne, bien sûr, mais aussi l'objectif zéro artificialisation nette ou encore la directive CSRD, donc la prochaine déclaration de performance extra-financière. Donc, l'objectif qu'on a ajouté dans le baromètre cette année, c'est de comprendre comment est-ce que vous vous appropriez l'ensemble de ces réglementations. Voilà, quels sont les avantages, je dirais, et quels sont aussi les points de difficulté que celles-ci peuvent causer. Avant de passer aux résultats, je voulais revenir sur quelques points méthodologiques, puisque c'est important que vous compreniez bien comment est-ce qu'on construit cette analyse pour pouvoir interpréter le plus justement possible les résultats. Ce baromètre, il se base finalement sur 2 types d'analyses. Une analyse quantitative via un questionnaire. Donc, comme le disait Loïs, on distribue annuellement un questionnaire à l'ensemble des acteurs qui nous permet de collecter une donnée quantitative qui nous permet d'analyser les tendances en termes de priorité accordée aux enjeux et de niveau de maturité dont j'ai donné la définition. À ceci, on ajoute une analyse qualitative. Donc, cette année, on a réalisé une dizaine d'entretiens qui nous permettent en fait d'avoir des interprétations au plus justes par rapport aux positions des acteurs, de bien comprendre comment est-ce que ces enjeux, comment est-ce que les réglementations sont perçues par le marché pour vous proposer des interprétations les plus justes possibles. Dans tout le baromètre, on distingue 4 typologies d'acteurs qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier. Les sociétés de gestion de portefeuille, les investisseurs institutionnels, les sociétés immobilières cotées et les promoteurs immobiliers. Donc, c'est selon ces 4 typologies que je vais vous présenter les résultats par la suite. L'intérêt aussi de ce baromètre, c'est finalement de proposer un référentiel d'analyse commun à l'ensemble des acteurs et l'ensemble des typologies d'acteurs. Ce référentiel commun, c'est cette année le guide des 20 enjeux. Vous connaissiez certainement le guide des 19 enjeux qui était publié l'année dernière. Cette année, on en ajoute un. Donc, ce référentiel, historiquement, il a été construit à partir des matrices de matérialité des acteurs de l'immobilier et également grâce aux référentiels internationaux. Et comme les enjeux ESG, on le voit très bien en ce moment, c'est un sujet mouvant, on se laisse la possibilité de le mettre à jour. Donc, c'est ce qu'on fait cette année en ajoutant l'enjeu de pollution, puisque c'est une thématique qui apparaît dans la taxinomie européenne et également dans le règlement SFDR. Je n'entrerai pas dans le détail de ces réglementations aujourd'hui, mais j'imagine que vous les connaissez bien. Et donc, pour cet enjeu de pollution, on prend la définition de la taxinomie.
C'est-à-dire que par pollution, on entend toute pollution de l'air, de l'eau et des sols, et également tout ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, qui est aussi une forme de pollution, et qui fait écho à la santé des occupants. Voilà. C'est aussi important d'avoir en tête que les définitions de ces enjeux sont importantes pour qu'on ait tous le même prisme, le même cadre d'analyse. Deux dernières hypothèses méthodologiques avant de passer aux résultats. La première, ces questionnaires sont déclaratifs. Donc, on fait une collecte de données, on fait les corrections pour que la base de données soit exploitable, bien sûr, mais on ne fait pas de vérification, que ce soit en interne ou en externe. Donc, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Finalement, ce baromètre, il représente aussi la perception des équipes RSE, des sociétés qui répondent. Et dernière hypothèse, et pas des moindres, l'ensemble des valeurs que je vais vous présenter par la suite sont exprimées en termes de valeurs financières, c'est-à-dire qu'on pondère l'ensemble de nos données par les valeurs financières des sociétés qui répondent. Donc le chiffre d'affaires pour les sociétés immobilières cotées et les promoteurs, l'encours sous gestion pour les sociétés de gestion et les investisseurs. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. On aurait pu le faire en nombre, on aurait pu le faire en surface. Mais finalement, pour nous, c'est la valeur qui est la plus représentative aussi des stratégies ESG qui sont appliquées sur les actifs immobiliers du portefeuille français. Voilà pour l'ensemble des éléments méthodologiques. Et donc maintenant, on peut passer aux résultats. Alors, on va commencer tout de suite avec l'immobilier de gestion. Donc, l'immobilier de gestion, c'est une catégorie qui rassemble les sociétés de gestion, les investisseurs institutionnels et les sociétés immobilières cotées. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui gèrent des portefeuilles immobiliers, soit en direct, soit de manière plus indirecte, via des fonds, par exemple. C'est un secteur qui, bien sûr, est soumis aujourd'hui à de nombreuses réglementations. Et cette année, on atteint un pourcentage de couverture du marché de 73%, ce qui montre aussi la représentativité de ce que vous pouvez voir ici. Ces 73%, il s'agit de la valeur du patrimoine français déclaré sur les chiffres qui nous sont donnés par les fédérations de professionnels, toujours sur le marché français. Pour donner un petit peu de contexte. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Cette année, le classement des enjeux ESG et les notes de priorité sont stables. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient peut-être pas complété le questionnaire, en fait, ce graphique, il correspond à la transcription de notes qui sont données par les acteurs, des notes de 1 à 10, pour chacun des 20 enjeux ESG. Et ensuite, donc, on effectue, en pondérant par les valeurs, une moyenne, finalement, de ces notes attribuées, ce qui nous donne à la fois les notes de priorité que vous voyez en abscisse, mais surtout un classement. Donc, comme je le disais, en 2022, les notes de priorité et le classement restent stables par rapport à 2021. Ce qu'on observe, et un des enseignements majeurs, c'est que le carbone reste devant l'énergie. Donc, c'est le cas uniquement depuis l'année dernière. Donc, on commence à avoir une tendance à confirmer dans les prochaines années. Ce qui montre bien une prise de conscience un petit peu plus générale, finalement, de la problématique du changement climatique. On ne se restreint plus seulement au sujet des consommations énergétiques et de la réduction des consommations énergétiques. On a également les enjeux de gouvernance qui sont bien placés dans ce classement, comme vous pouvez le voir. Donc, la gouvernance est la mise en place, finalement, de processus, d'organes de décision qui sont absolument essentiels pour supporter l'ensemble des actions qui permettent d'améliorer les performances environnementales et sociales sur les actifs immobiliers. Donc voilà, vous le verrez dans l'étude complète, mais c'est le pilier qui a la note moyenne la plus élevée. Voilà, donc je ne repasserai pas sur toutes les petites tendances, vous les verrez dans le baromètre, mais c'est vrai que les seules évolutions, elles sont de l'ordre du 10e de point sur 10. Voilà. À retenir, grande stabilité cette année et le carbone qui reste devant l'énergie. Pour la suite, je vais passer sur les différentes sous-typologies d'acteurs parmi l'immobilier de gestion. On va commencer par les sociétés de gestion de portefeuille. Et pour chaque sous-catégorie, je vais vous donner deux analyses. La première, c'est le classement des enjeux que vous pouvez voir ici, qui est retranscrit à partir du graphique que vous avez vu précédemment pour l'immobilier de gestion, donc à partir des notes de priorité qui sont accordées.
Et la deuxième analyse qu'on va avoir, c'est sur le niveau de maturité des acteurs, j'en parlais, suivant si ceux-ci se fixent des indicateurs sur les différents enjeux ESG et s'ils se fixent des objectifs. Donc, je commence avec les sociétés de gestion de portefeuille pour lesquelles on a une couverture de marché de 66% cette année et avec le classement des enjeux ESG par cette typologie d'acteurs. Ce qu'on constate, bien sûr, c'est qu'on a 2 piliers qui sont représentés parmi ces 7 premiers enjeux prioritaires, l'environnement et la gouvernance. On voit que l'enjeu de carbone est devant l'enjeu énergie, conformément à la tendance globale, finalement, au niveau de l'immobilier de gestion. On a également la résilience face au changement climatique qui est en 3e position, donc bien classée. Et ensuite, on a toutes ces questions de gouvernance, ces enjeux de gouvernance qui apparaissent, qui sont très structurants pour ce type d'acteurs, notamment parce qu'elles ont à la fois des détentions directes et indirectes, d'où l'intérêt d'intégrer l'ensemble des enjeux ESG dans toutes les politiques d'acquisition et de gestion, par exemple. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, si on analyse le niveau de maturité des acteurs, vous avez ici un graphique qui représente la part des acteurs, toujours en valeur, qui ont un indicateur sur chacun des 20 enjeux ESG. Donc, ça correspond à l'histogramme ici sur le graphique. Et la part des acteurs en valeur qui se fixe un objectif par rapport à ces enjeux ESG. Ça, c'est les points bleus foncés que vous pouvez voir. Le grand constat, finalement, pour les sociétés de gestion sur le graphique que vous voyez ici, c'est qu'on a 6 enjeux qui se distinguent par le fait que 100% des acteurs interrogés aient un indicateur sur cet enjeu. Donc, on a l'énergie, le carbone, la mobilité, la santé, l'intégration des enjeux ESG dans les différentes politiques et les relations avec les parties prenantes. Et ici, il y a un parallèle qui est très intéressant à faire avec le label ISR. Le label ISR, c'est un label à l'échelle des fonds immobiliers qui est très publicité par les sociétés de gestion aujourd'hui, puisque en fait, 5 de ces 6 enjeux sont des indicateurs obligatoires dans le cadre des grilles ISR, qui sont le pilier de ce label ISR. Donc les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, un indicateur sur la mobilité ou sur la santé, et la gestion de la chaîne d'approvisionnement que j'assimile ici aux relations avec les parties prenantes. Et bien sûr, l'intégration des enjeux ESG dans les politiques fait aussi pleinement partie de la démarche ISR via l'ensemble de la documentation qui est demandée. Voilà, si vous avez eu l'occasion d'être labellisé ISR, vous voyez certainement ce dont je veux parler. Donc, en fait, on se rend compte que pour les sociétés de gestion, c'est vraiment le référentiel du label ISR aujourd'hui qui vient structurer les démarches des acteurs. Finalement, ce n'est pas si surprenant parce que depuis 2 ans, donc c'est le moment de la transcription de ce label pour l'immobilier, c'est un label qui est en plein essor. Au 30 septembre, on avait 80 fonds qui étaient labellisés, ce qui représentait 30% des encours, et on sait que c'est aussi une tendance qui continue encore aujourd'hui. Donc, à retenir pour les sociétés de gestion, c'est vraiment le label ISR finalement qui permet de structurer les démarches ESG des acteurs. Maintenant, je vous propose de passer aux investisseurs institutionnels, donc qui, comme les sociétés de gestion de portefeuille, ont des détentions à la fois directes et indirectes et sont soumises aux mêmes réglementations. Pour cette typologie d'acteurs, on a une couverture de marché de 82% cette année. Ici, premier niveau d'analyse, vous avez le classement des enjeux ESG par cette typologie d'acteurs. On voit que l'énergie reste devant le carbone. Donc, c'est la seule typologie cette année pour laquelle on a l'énergie qui reste devant le carbone. Et surtout, ce qu'on peut voir de manière la plus évidente, c'est les enjeux sociaux qui apparaissent beaucoup dans ce classement. On a notamment la sécurité et la santé des occupants en 3e position, le confort et le bien-être en 6e position et l'accessibilité en 7e. Donc, les investisseurs institutionnels sont aussi plus sensibles finalement aux enjeux sociaux, avec bien sûr la gouvernance qui apparaît comme structure de toute cette démarche ESG. Maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le détail, on voit ici une représentation du niveau de maturité des acteurs,
avec la part des acteurs qui se fixent des indicateurs et des objectifs. Ce qu'on constate sur ce graphique, c'est qu'on a deux grands enjeux qui se distinguent par le fait que presque 100% des acteurs aient un indicateur sur ces enjeux, donc c'est l'énergie et le carbone. Donc, deux grands enjeux qui dominent, et c'est vrai que pour les autres enjeux, on a assez peu d'objectifs qui sont fixés, toujours moins de 50% des acteurs interrogés en valeur qui se fixent un objectif sur les autres enjeux. Mais on voit quand même cette année une augmentation du nombre d'indicateurs qui sont fixés sur les enjeux de gouvernance, en particulier sur la gouvernance interne, également la gestion de crise. Donc, c'est une tendance à confirmer, bien sûr, année après année, mais on semble avoir quand même une structuration, finalement, de la stratégie des investisseurs institutionnels, ce qui devrait aussi pousser pour plus d'indicateurs sur un nombre plus grand d'enjeux ESG. Donc, à retenir pour les investisseurs institutionnels, finalement, deux grands enjeux qui se distinguent, énergie et carbone, et une augmentation cette année sur les enjeux de gouvernance. Maintenant, je passe à la dernière sous-typologie de l'immobilier de gestion, donc les sociétés immobilières cotées, qui ont des détentions directes cette fois, qui ont des leviers d'action directs sur leurs actifs immobiliers, et pour lesquels on a couvert cette année 77% du marché. Vous avez ici donc le premier niveau d'analyse, le classement des enjeux ESG effectués par cette catégorie d'acteurs. On voit que le carbone passe en tête devant l'énergie. Ce n'était pas le cas l'année dernière, mais la tendance qu'on observe à l'échelle d'immobilier de gestion se confirme et s'observe également chez les sociétés immobilières cotées. Donc, comme je le disais, finalement, cela revient à avoir une prise en compte plus globale du changement climatique et ne pas se restreindre uniquement aux consommations énergétiques. On a également un enjeu social qui apparaît en troisième position, donc la santé et la sécurité des occupants, et la résilience qui est bien placée, donc résilience au changement climatique, en quatrième position. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, vous avez ici donc, le niveau de maturité de ces acteurs. Et ce graphique montre de manière assez évidente que les sociétés immobilières cotées sont déjà relativement matures sur l'ensemble des enjeux ESG. Si je prends l'exemple de l'énergie, on a 6 enjeux sur 8 sur lesquels on a près de 100% des acteurs qui se fixent un indicateur. On a également une grande majorité d'acteurs qui se fixent des objectifs. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur le nouvel enjeu qui a été ajouté cette année, la pollution, on a déjà près de 80% de ces acteurs qui ont un indicateur. Déjà une grande maturité qui s'explique notamment par les demandes des investisseurs, la demande historique des investisseurs, et donc le fait qu'on ait beaucoup de ces sociétés qui répondent à des agences de notation extra-financière, typiquement le GRESB. Il y en a bien sûr d'autres, mais dans notre panel, on a 99% des répondants qui répondent au GRESB. Et on sait que le GRESB, c'est un référentiel qui est relativement systémique, qui prend en compte l'ensemble de ces enjeux. Donc, c'est aussi intéressant de voir que finalement, comme pour les sociétés de gestion, on avait plutôt le label ISR qui exerçait une influence. Pour les sociétés immobilières cotées, c'est plutôt les référentiels internationaux des agences de notation extra-financière. Voilà pour les grands résultats pour l'immobilier de gestion. Maintenant, je vais passer à la promotion immobilière, qui est un secteur bien sûr clé pour l'immobilier, puisqu'il agit à la construction des bâtiments et également à la rénovation. La promotion immobilière, c'est une catégorie qui a été intégrée seulement l'année dernière au baromètre de l'immobilier responsable, ce qui explique aussi qu'on ait 35% de couverture du marché cette année. Ici, vous avez donc le classement des enjeux ESG par les acteurs de la promotion immobilière. Le premier constat, le premier élément intéressant, c'est que sur l'ensemble des enjeux, on a une augmentation des notes de priorité moyenne qui sont accordées. Une augmentation de l'ordre de quelques dizaines de points, certes, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a une tendance assez générale vers l'augmentation du niveau de priorité des enjeux ESG pour cette typologie d'acteurs. On retrouve le carbone devant l'énergie, comme l'immobilier de gestion, même constat.
On a également la gouvernance, qui est extrêmement importante pour cette typologie d'acteurs, qui est très structurante, et la biodiversité, qui apparaît après les enjeux de gouvernance. Et cette année, on a l'énergie qui a beaucoup augmenté et donc qui passe en deuxième position. Voilà, globalement, pour le classement. Ici, en termes de niveau de maturité, on a un constat assez évident qui est que les deux grands enjeux pour la promotion immobilière, c'est le carbone et la biodiversité, puisque 100% des acteurs interrogés se fixent un indicateur sur ces thématiques, alors qu'on voit que pour l'ensemble des autres enjeux, c'est moins de 80%, voire moins de 60%. Donc ça fait écho aussi aux différentes réglementations françaises qui viennent à s'appliquer, en particulier la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, et l'objectif zéro artificialisation nette. Et ça montre aussi que ce sont des pratiques qui s'inscrivent pleinement aujourd'hui dans les stratégies des acteurs de la promotion immobilière et dans leur activité quotidienne. Voilà. Donc, par rapport à ce classement, on pourrait s'attendre aussi avec les nouvelles réglementations, en particulier la taxinomie européenne, à ce qu'on ait une augmentation de la part des acteurs qui se fixent des objectifs, dans un premier temps sur les enjeux environnementaux, puisque, comme vous le savez, la taxinomie, elle est beaucoup plus systémique. Il y a 6 objectifs environnementaux, et on a des critères en particulier pour la construction sur ces 6 objectifs environnementaux. Donc voilà, on est curieux de voir dans les prochaines années si cette tendance se confirmera et si la taxinomie aura cet effet d'augmenter la part des acteurs de la promotion qui se fixent des indicateurs et des objectifs. Voilà pour les grands résultats sur la promotion immobilière. Et comme je le disais en introduction de ma présentation, cette année, on a ajouté une nouvelle dimension au baromètre de l'immobilier responsable, qui est l'analyse des dispositifs réglementaires, puisqu'on en a beaucoup qui s'appliquent, qui sont encore en cours d'élaboration aussi. Donc là, je vous ai fait un petit résumé des différentes réglementations qu'on a analysées, qui s'appliquent à 2 niveaux. On a des réglementations plutôt de transparence qui s'appliquent à l'échelle des sociétés, la taxinomie européenne, le règlement SFDR, la directive CSRD et l'article 29 de la loi énergie-climat. Et on a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent plutôt à l'échelle des bâtiments. Donc la RE 2020, l'objectif zéro artificialisation nette et bien sûr le dispositif éco-énergie tertiaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces réglementations aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais c'est pour vous montrer l'ensemble de celles qui sont analysées dans l'étude complète. Et comme vous le savez certainement tous ici, le texte vraiment structurant cette année, c'est la taxinomie européenne. Donc la taxinomie, elle vient définir un nouveau référentiel, un nouveau cadre pour définir ce qu'est un actif immobilier durable, pour donner une définition de l'immobilier durable. Donc c'est vraiment un texte clé qui demande aussi beaucoup d'implication de la part de vous tous, de tous les acteurs de l'immobilier, puisqu'elle demande une grande collecte de données également pour avoir des indicateurs fiabilisés. Dans le baromètre, vous trouverez une analyse un peu plus approfondie des positions des acteurs sur ces différentes réglementations. Ce que je voulais souligner ici aujourd'hui, c'est quelques points clés qui sont ressortis en particulier des entretiens que nous avons pu mener. Premièrement, ces réglementations, même si on les critique beaucoup en ce moment, elles ont quand même des avantages, quand même des points positifs. Je le disais avec la taxinomie, c'est notamment de définir un référentiel standard sur lequel tous les acteurs vont pouvoir s'appuyer, et donc ça permet aussi une meilleure comparabilité entre les différents acteurs. Et puis, comme toutes ces réglementations, elles demandent de collecter beaucoup de données, par exemple le décret tertiaire qui demande de collecter les consommations énergétiques, elles permettent également de fédérer l'ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes externes, par exemple, donc les locataires et les property managers dans le cadre du décret tertiaire. Et dans le cas de la taxinomie, Loïs le disait en introduction, on a aussi une dimension financière qui vient s'ajouter. Donc c'est aussi une fédération des parties prenantes internes, avec les équipes ESG bien sûr, mais au-delà, les équipes financières, les équipes comptables, potentiellement les équipes informatiques, les équipes techniques, bien sûr. Donc finalement, elles permettent aussi de faire de l'ESG, de
l'environnement de manière générale une thématique transverse dans les entreprises immobilières. C'est aussi un point intéressant et positif à souligner dans ces réglementations. Mais bien sûr, vous devez tous être au courant ici, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent, notamment par rapport à la clarté dans les définitions de ces différentes réglementations. Il y en a beaucoup qui sont encore soumises à l'interprétation, pour lesquelles on n'a pas l'ensemble des réponses. Par exemple, que veut dire un investissement durable dans le cadre du règlement SFDR? C'est encore une question qui se pose. Et donc, cela demande beaucoup de ressources humaines, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, finalement, pour essayer de trouver des définitions communes, pour essayer de réfléchir aussi entre acteurs à quelles seraient des interprétations qui seraient valables et qui pourraient être publiques. Et donc, ces réglementations, elles vont aussi demander beaucoup de pédagogie. Je vous ai mis ici quelques chiffres sur la taxinomie européenne, puisqu'on a eu de premiers indicateurs qui ont été publiés sur l'éligibilité des acteurs à la taxinomie. Donc, pour le faire simple, ça signifie la part des flux financiers, puisqu'on parle de chiffre d'affaires et de CAPEX, qui potentiellement pourront être considérés comme durables au sens de la taxinomie. Ce qu'on observe avec ces chiffres, c'est que quasiment l'intégralité finalement de l'activité immobilière est concernée par la taxinomie et éligible, entre 85 et 97% en fonction des typologies et des types de flux financiers. Maintenant, on le sait et vous le verrez dans l'étude, les chiffres d'alignement devraient être beaucoup plus faibles. C'est aussi l'ambition de la taxinomie. Donc, c'est tout à fait normal de distinguer quels sont les actifs durables. Mais c'est pour ça aussi que je voulais parler de pédagogie, puisqu'il va falloir expliquer dans vos publications, expliquer à l'ensemble de vos parties prenantes pourquoi finalement est-ce que ces chiffres sont en baisse et leur faire comprendre finalement l'ambition de la taxinomie. Voilà, j'en arrive à ma conclusion de cette présentation. Toutes ces réglementations, voilà, on l'a dit, elles demandent beaucoup de collecte de données, beaucoup d'indicateurs. Et comme le disait Loïs, c'est absolument nécessaire en fait pour savoir où on en est, pouvoir se fixer des trajectoires. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'objectif, finalement, c'est quand même la transition écologique, sociale et sociétale. Donc, c'est aussi la mise en action, la mise en œuvre des plans d'action sur les actifs immobiliers qui va permettre d'atteindre cet objectif. Et cet objectif, il fait écho à l'impératif de sobriété, qui est le mot phare de la rentrée, je dirais. Mais je dirais, attention, la sobriété, ce n'est pas que la sobriété énergétique. On peut aussi parler de sobriété foncière, pour moins artificialiser les sols, et également de sobriété dans l'utilisation des matériaux. Donc, c'est toutes ces dimensions qui sont bien à prendre en compte dans les plans d'action, et c'est des dimensions qui vont être développées lors de la table ronde. Donc, en conclusion, l'OID est fier de pouvoir accompagner aussi les acteurs dans cette transition, et on vous a remis ici un certain nombre de nos publications qui peuvent vous aider dans cet objectif, en particulier le baromètre de la performance énergétique, qui sera présenté le 17 janvier prochain, qui sera aussi le moment de publication des top 15 et top 30% pour l'application de la taxinomie pour le secteur tertiaire. Et on a également plusieurs initiatives, notamment une sur la biodiversité avec Big Biodiversity Impulsion Group qui fêtait ses 1 an la semaine dernière, la plateforme RAR pour l'analyse de résilience à la fois des risques physiques et des risques en matière de biodiversité, et un programme européen, le programme ESREI. Merci. À vous. Merci à tous. Je voulais juste, avant de repasser le micro, remercier l'ensemble des fédérations et des acteurs qui nous ont accompagnés, donc en particulier l'IEIF qui nous aide à organiser la conférence aujourd'hui, mais aussi l'ensemble des fédérations et des membres du comité d'experts qui s'est réuni régulièrement pour vous proposer aussi des interprétations les plus justes possibles des données collectées. Et bien sûr, un grand merci à l'ensemble de ceux qui ont répondu à notre questionnaire, l'ensemble des acteurs, parce que sans vous, bien sûr, il ne pourrait pas y avoir de baromètre de l'immobilier responsable. Merci Claire. Merci infiniment Claire. Et bon, juste un petit mot de conclusion et un mot de transition. Merci, merci à toi et aussi à toute l'équipe de l'OID qui est au premier rang, là, l'équipe de l'OID qui s'occupe de la finance responsable en particulier.
Voilà. Je comptais revenir sur les tendances qui ressortent de ce baromètre, mais je pense que c'est pas nécessaire. Ça a été très bien présenté il y a quelques minutes. Et en plus de cela, cette étude est disponible sur notre centre de ressources. Notre centre de ressources, Talon, et je pense qu'il sera aussi disponible sur le centre de ressources de l'IEIF et des différentes fédérations sous peu. Sachez que pour les personnes qui n'ont pas le temps de passer le temps de lecture sur les 30 pages, il existe un résumé exécutif qui fait 4 pages et qui sera aussi traduit en anglais. Voilà, voilà. Moi, je pense que il est important de revenir sur cette notion de maturité parce qu'aujourd'hui, vous voyez que là, vous l'a très bien expliqué, on regarde la maturité, on l'analyse à l'échelle du fait qu'un acteur a un indicateur, un objectif. L'étape d'après, c'est que, en fait, cette politique, elle soit vérifiée par un tiers indépendant, puis qu'elle soit suivie d'un plan d'action. Et nous, en 2023, si on va essayer encore dans une logique d'amélioration continue d'avancer, c'est pour améliorer la profondeur d'analyse sur cette question de maturité pour accompagner les acteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que en 2023, on aura la taxonomie qui va s'appliquer à un certain nombre d'acteurs du marché. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs aussi à qui la taxonomie ne s'appliquera pas encore, qui vont quand même jouer le jeu et faire l'exercice en publiant des indicateurs financiers sur leurs activités vertes. Donc, ça va nous permettre de donner une autre dimension encore à ces travaux. Ce qui me paraît important pour accélérer la transition écologique du secteur. Mon dernier point après par rapport à ce baromètre, ça serait peut-être de le mettre en regard du niveau de maturité européen et international. Pour ceux qui l'ont suivi il y a un mois, comme chaque année depuis presque 7 ou 8 ans, on présentait avec le GRESB un focus sur le niveau de réponse des acteurs français à ce questionnaire extra-financier qui est un peu le leader international. Et en fait, on se rendait bien compte que les acteurs français étaient en tête du classement devant l'Europe et même au niveau du monde, avec une note moyenne de 85 contre 79 pour la note monde. Et sans s'intéresser au GRESB, si on regarde l'ASAN, zéro artificialisation nette des sols, le décret tertiaire, un objectif réel de réduction des consommations énergétiques, on est vraiment en France en avance sur les réglementations ESG par rapport au reste du monde. En ce moment, il y a beaucoup d'acteurs qui découvrent la TCFD. Bon, je pense qu'ils mettront moins de temps à découvrir aussi la TNFD. La TNFD, c'est la TCFD, mais pour la biodiversité. La TCFD, en gros, c'est un framework qui consiste à indiquer aux acteurs de l'investissement comment est-ce qu'ils doivent reporter sur leurs risques liés au changement climatique. Nous, les risques physiques liés au changement climatique, ils sont dans la loi depuis 2015, bien avant la publication de la première version de la TCFD. Donc, en fait, sur un certain nombre de pendants comme ça, on est quand même largement en avance. Ce n'est pas pour faire cocorico, moi, je constate réellement. Et il faudrait qu'il y ait une sorte de faire-valoir au niveau européen de cette avance. C'est un point que je voulais souligner. Voilà. Donc, avant de donner la parole à Christian, je vais simplement dire que pour nous, cette conférence, elle va continuer dans le temps, mais elle clôt un peu aussi la saison des conférences de l'OID, la saison annuelle. Mais par contre, je voulais quand même souligner que la saison annuelle de l'ESG n'est pas terminée. Parce que début décembre, on va avoir la COP 15 biodiversité. Et la COP 15 biodiversité est censée être ce que la COP 21 a été au climat. Donc, elle est extrêmement importante sur le fait que les acteurs arrivent à se fixer des objectifs de limitation d'érosion de la biodiversité en 2030 et en 2050, d'une part. Et aussi, je pense qu'elle va être importante parce qu'elle va voir naître un certain nombre d'initiatives entre acteurs économiques. Et contrairement à une tribune qui avait été publiée il y a quelques semaines ou quelques mois, des acteurs économiques qui disaient aux acteurs institutionnels « il faut que vous réglementiez pour qu'on puisse avancer », je pense que c'est pas vrai en fait. Il y a une co-responsabilité dans la manière dont on peut faire avancer la transition écologique. Et nous, on le voit bien avec Big. C'est tout le sens de l'initiative sur la biodiversité. Ce sont des acteurs économiques qui se coalisent et qui, en mutualisant des moyens et de l'expérience, font avancer et accélèrent sur une certaine thématique. Donc en fait,
Moi, si j'ai une attente par rapport à cette COP15 biodiversité, c'est qu'elle soit au moins aussi ambitieuse que la COP21 l'a été pour le climat. Et la deuxième attente, c'est qu'elle fasse naître un certain nombre d'initiatives sectorielles en faveur de la biodiversité. Ça serait une remarque conclusive. Non, je voulais juste faire écho à une remarque qui avait été faite tout à l'heure et aussi nous ouvrir un petit peu sur nos voisins européens. On a fait un travail d'analyse en fait de ce qui se faisait en termes de suivi énergétique, de décarbonation dans les différents pays européens dans le cadre du programme ESREI. Et en fait, on se rend bien compte que dans la plupart de ces pays, les métriques suivies, les indicateurs reposent sur des consommations conventionnelles. Et donc, à partir de là, difficile de faire entrer en compte le mot sobriété, parce que la sobriété, finalement, c'est l'usage. Et la réduction des consommations énergétiques et donc la décarbonation sous-jacente, c'est la performance intrinsèque du bâti et des équipements, la bonne exploitation, il y a un alignement avec la hausse du coût d'énergie, et enfin la sobriété, l'usage. Donc, tant que, en fait, nos pays voisins ne s'aligneront pas sur nos indicateurs, eh bien, c'est sûr qu'ils auront du mal à avoir un incentive sur le fait d'incentiver justement les questions de sobriété. Voilà, c'était juste ma petite remarque par rapport à ça. Finalement, on pourrait dire, on est seul à se tirer une balle dans le pied et à suivre les consommations énergétiques réelles. On ferait mieux de faire du conventionnel, mais on n'avancerait pas la transition écologique. Voilà. Donc, ça sera juste pour la petite remarque. Sinon, je tenais à vous remercier pour votre écoute, d'avoir été nombreux présents aujourd'hui, plus que l'année dernière même. Ça veut dire que d'une certaine manière, nos sujets prennent de l'ampleur et donc, moi, ça me met en joie pour cette fin d'année. Je vous remercie et bonne fin d'année, bon CIMIT. Au revoir.